Bonjour, mon nom est Jocelyn Benoît. Nous sommes présentement avec le professeur titulaire Omar Aktouf de HEC Montréal et nous avons profité d'une captation en classe en avril 2017 pour demander au professeur Aktouf de nous parler de l'évolution du management, de la révolution industrielle à aujourd'hui. Eh bien, il faut comprendre qu'à partir de la Renaissance, et notamment la Révolution française, 1789, la noblesse, la monarchie, a perdu de son lustre, de son pouvoir, au profit de qui? Au profit de ceux qu'on a appelés plus tard les bourgeois. Alors, pourquoi on les appelait les bourgeois? Parce que tout simplement, c'était les habitants des bourgs. Et qu'est-ce que c'était les bourgs? C'était les espèces de banlieues qui poussaient, ou les villages qui poussaient autour des châteaux des seigneurs, et où ces anciens paysans sont devenus des artisans, et qui produisaient tout ce dont le seigneur avait besoin. C'est-à-dire le pain, la boucherie, la cordonnerie, la charpenterie, la ferronnerie, tout ce que vous voudrez. Et donc le noble, la noblesse, devait acheter tout ça à ces artisans qui fabriquaient tout ça. Et la révolution de 1789, ça a été la révolution des bourgeois contre la noblesse. Alors on croit faussement que 1789, c'est la révolution du prolétariat contre le patronat, c'est faux. C'est la révolution bourgeoise, des bourgeois, contre la noblesse. Et ces gens-là commençaient à avoir de l'argent, à accumuler de l'argent, alors que les nobles s'appauvrissaient. Et ils avaient de plus en plus besoin de ces bourgeois et de ce qu'ils produisaient pour vivre eux-mêmes, parce que la noblesse ne travaille pas. La noblesse fait la guerre et la sieste. C'est comme le PDG actuel. À partir du 18e, 19e siècle, naît la manufacture, le travail, le salariat, tout ça. La noblesse ne pouvait plus continuer à maintenir sa fortune comme ça s'est fait jusqu'à la Renaissance, c'est-à-dire essentiellement par les guerres et les impôts imposés aux citoyens de force. Donc, à ce moment-là, la noblesse a commencé à vendre ses titres et ses terres. Alors, il faut comprendre, il faut savoir que jusqu'au XVe siècle, en Europe, la terre ne se vendait pas et ne s'achetait pas. Jusqu'à maintenant, les Amérindiens ne vendent pas de terre et de machin, parce que pour eux, la propriété de la terre, ça n'a pas de sens. Ou en Amérique latine, ou en Afrique. Alors c'est en Europe que c'est né cette affaire-là, 15e siècle à peu près, 15e, 16e, parce que la noblesse, devenant de moins en moins riche, cherchait l'argent des bourgeois. Et des bourgeois voulaient devenir nobles. Donc, moi, je suis vicomte de Dollard-des-Ormeaux, et les propriétaires d'une échoppe très florissante de cordonnerie, je lui dis, écoute, est-ce que ça t'intéresserait? Parce qu'en tant que marquis de ce territoire, ou vicomte, ou comte, enfin peu importe, ou duc, j'ai le droit de signer des décrets qui anoblissent la personne, donc qui donnent un titre de noblesse. Est-ce que tu veux devenir baronne de Pierrefonds? Bon. Ah, bien sûr, baronne de Pierrefonds, mais je dis, ça coûte tant. Donc, je fais de l'argent en vendant des titres qui sont des titres de noblesse, mais à ces titres de noblesse se sont rattachés petit à petit des bouts de terre. Ça va? Et c'est à partir de ce moment-là que la terre a commencé à se vendre et s'acheter. La noblesse commençait à perdre du pouvoir et petit à petit, l'Angleterre a donné l'exemple avec le fameux le Parlement, la monarchie parlementaire anglaise, et petit à petit, le pouvoir politique ne dépendait plus de la lignée ou de la naissance, c'est-à-dire d'être descendant du roi ou d'un cousin du roi ou d'une lignée de noblesse ou de duc ou d'archiduc ou de marquis. Petit à petit, le pouvoir politique commençait à dépendre du vote des gens, parce qu'on passait du système féodal au système républicain.
du latin res publica, qui veut dire la chose publique. Or, pour accéder au pouvoir, il faut aller chercher les voix des plus nombreux. Et qui devenait plus nombreux dans la société d'Angleterre, etc., d'Europe, de cette époque-là? Eh bien, c'était les ouvriers. Donc il faut leur proposer des choses qui leur plaisent. Alors petit à petit, on a proposé des lois sur l'hygiène. La manufacture, ça ne doit plus être une porcherie où les ouvriers travaillent dans la boue, il faut que ce soit propre. Alors toi, patron de la manufacture, moi, si je prends le pouvoir, je fais une loi qui t'oblige à rendre propre le lieu de travail de l'ouvrier. Si vous votez pour moi, je vais faire une loi qui va obliger les patrons à chauffer l'atelier. Si vous votez pour moi, je vais obliger les patrons à s'occuper des ouvriers s'ils se blessent au travail. Si vous votez pour moi, je vais ramener la journée de travail de 14 heures à 12 heures ou 10 heures au lieu de travailler du lever du soleil à minuit. Mais toutes ces lois dites sociales qui ont culminé en 1936 avec la journée de 8 heures de travail. La journée de 8 heures de travail que vous connaissez, ça date de 1936. Léon Blum, France, gouvernement socialiste. Alors toutes ces lois, qu'est-ce que c'est? Eh bien toutes ces lois, ça devient, pour le propriétaire de la manufacture, ça devient des coûts. Or, les coûts, ça diminue les profits. Donc, il faut compenser. Alors, et c'est comme ça que va naître le management, c'est comment compenser ces nouveaux coûts pour continuer à faire des profits. Et ça s'est appelé la plus-value relative, ou la survaleur relative. Pourquoi relative? Parce qu'elle est devenue relative au respect des lois du travail. Avant, c'était absolu, c'est-à-dire par rapport de force. Je suis le propriétaire, je te paye ce que je veux, je gagne ce que je veux, et tu te tais. Fin du 19e, début du 20e, Taylor et Fayol, à 5 ans de différence, entre 1905 et 1916, la publication de leurs premières œuvres, chacun à son tour. Qu'est-ce qu'ils ont inventé, Taylor et Fayol? Taylor au niveau de l'atelier, Fayol au niveau d'entreprise. Ils ont inventé une chose et une seule qui va faire toute l'évolution du management jusqu'aux théories que vous étudiez aujourd'hui. Compétitivité, réingénierie, management par les objectifs, management par projet, par résultat, par etc. Toutes ces théories-là, motivation, tout ça, c'est né à ce moment-là pour une raison et une seule, c'est comment faire grimper, augmenter continuellement le rapport suivant. Le rapport entre rendement du travail par unité de temps. C'est ça le management. Et c'est ça qui a évolué de la révolution industrielle à aujourd'hui. Et toutes les théories que vous étudiez, c'est ça. Comment chaque fois augmenter le rendement financier du travail par unité de temps. Quand on délocalise, on ferme une usine au Québec, on ouvre une aux Philippines, c'est pour faire ça. Parce qu'aux Philippines, l'ouvrier philippin, il accepte des salaires et des conditions de travail qui coûtent au même producteur 100% moins. Vous comprenez? Et si le Philippin commence à rechigner, ben, il va en Mongolie. Si le Mongolien rechigne, il va au Pakistan. C'est pour ça qu'on a créé la mondialisation. Ouvrez les frontières. Laissez-nous venir sucer, plumer la laine et le coton et les poils sur le dos de vos citoyens comme on veut pour vous amener la croissance. Sinon, on s'en va ailleurs. Puis moi, je me demande où ils vont aller. Après la Mongolie, après les Philippines, après l'Alaska, ils vont aller en Arctique, pôle Sud, faire travailler les pingouins pour une demi-crevette par jour. Alors,
ma conclusion, c'est que l'évolution de ce management à l'échelle mondiale est infiniment plus destructrice que bienfaisante, et on en voit les conséquences tous les jours, à cause de ce rapport. Professeur Ectouf, merci. La prochaine capsule portera sur la façon dont perçoit l'évolution du management M. Ectouf, ainsi que de sa vision sur le reste de sa carrière. Merci.